Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois, oui, dans mon salon pour ce troisième opus sur Dans une galaxie près de chez vous, saison 1. Et cette fois-ci, on parle des anecdotes qui entourent cette fameuse saison 1. Ah oui! Je tiens à le dire et à le répéter, ici nous ne faisons pas ces capsules afin de discréditer le travail de Pierre-Yves Bernard et Claude Legault, non, et nous ne voulons pas non plus partir en quête de vérité avec vous, les deux seules uniques personnes qui détiennent la vérité, c'est eux. Il va sans dire qu'il y a un très grand nombre d'anecdotes dans la série, et nous avons donc, oui, fait un petit tri. Mange des tomates, du Peugeot. Alors, oui, sans plus tarder, nous nous plongeons la tête la première dans la saison 1 de Dans une galaxie près de chez vous, et ses anecdotes. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Saison 1, épisode 1, Attendez-nous pas pour souper. Pour celles et ceux qui se demandaient encore et qui ne le savent pas pourquoi Claude Legault n'apparaît pas avant le 7e épisode de la saison 1, eh bien, voici la réponse. Eh oui, on le sait qu'il est présent à l'épisode 6, mais il est couché 95% du temps, donc ça compte pas vraiment. Fac, Claude Legault se contente de faire la voix de Zulu 7 dans le premier épisode. Est-ce que votre sonde a repéré des planètes habitables dans la galaxie du Pitbull? Et celle de Gervais dans certains. Oh Dieu, capitaine Paganaude, depuis quand vous vous posez ce genre de questions? Car à ce moment-là, il jouait dans une publicité de bière et selon une loi québécoise, un comédien ne peut pas annoncer ce genre de produit et jouer dans une émission pour enfants en même temps, ce qui est quand même logique. C'est pour ça qu'il n'apparaît donc pas dans les premiers épisodes. Et pour ceux qui pensent que c'est pas vrai et que c'est une légende, eh bien c'est inscrit juste ici, oui, dans le livre Dans une galaxie près de chez vous, scénario du film et autres stupidités. Et oui, toute qu'une histoire pour de la bière. Et autre petite anecdote ici, il avait déjà fait une annonce de bière avec Stephen Kreit, oui. Ça, c'est une Brooken Buken Stumfen dans un boc inversé. C'est pour décanter la lie. Et ça, c'est une 5 heures pour boire. Pour mettre fin au petit débat qui subsiste pour savoir en quelle année et vers quelle date nous sommes lors de la saison 1, épisode 1, voilà. Au début de la saison 1, nous sommes en 2035 et non pas en 2034. Et ça, c'est comme une équation mathématique, c'est-à-dire cette partie du générique. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano-Fafard quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Plus ce segment du premier épisode. Hey, ça fait 6 mois qu'on est parti. Il serait temps peut-être qu'on la trouve, la planète. Fait que nous sommes donc approximativement à mi-avril ou fin avril 2035. En avril? En avril? On s'est toujours posé la question pourquoi est-ce que le gros tableau n'apparaît plus après la saison 1? Je l'aime, moi, cet élément de décor. Ben oui, vous savez, le gros tableau utilisé pour montrer où ils sont dans la galaxie, il va être utilisé 3-4 fois maximum dans la série, et c'est pourtant un accessoire qui est vraiment gros et qui est visuellement beau, donc c'est dommage. Et avez-vous remarqué que le Romano-Fafard est visible sur la carte? Oui, oui. Saison 1, épisode 2, Bob bu. Non seulement Mirabella est menteuse, mais aussi tricheuse. Mirabella change de paquet de cartes d'une manière assez subtile quand même. On l'a tous remarqué, oui, les lits dans le centre de santé n'ont presque jamais servi. Visiblement, au début, c'est supposé être la cabine des filles et le centre de santé. Cette séquence est donc la seule fois où l'on voit Valence dormir là, mais aussi la seule fois où l'on voit quelqu'un coucher sur la couchette du haut. Et puis bon, hein, elle couche avec ses bottes. Voilà. Saison 1, épisode 3, Tout feu, tout flamme. Il y a 21 ans, la série commençait à passer sur les ondes télévisuelles du Québec. Oui. Déjà. Et il y a 20 ans, eh bien, il y avait des jokes, des farces qui passaient un peu mieux qu'aujourd'hui. Mais comme celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a là, la planète? Il fait-tu beau? Il fait-tu chaud? Y a-tu des lacs? On peut-tu louer des pédalos, là? Hey, calme-toi le gros noir, le gros nain! C'est fou, hein? Si on fait ce joke-là aujourd'hui, ça passerait plus. Petit fait cocasse ici. Je suis un mime! Brad imite un mime, alors que plus tard dans la série, dans la saison 2, épisode 8, le mime, il est finalement allergique au mime. Brad, j'ai des remèdes contre l'allergie aux poils de chien, aux poils de chat, aux poils de chameau, aux poils de chaloupe, mais aux poils de mime...
Non. Comme quoi tout est dans tout et rien n'est dans rien. Et rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se polymorphe. Qui n'aime pas Gervais? Gervais, non mais Gervais quoi? Gervais? C'est un cas avec un pli, c'est un terre avec un nœud. Rassemblez toutes ces syllabes, vous y trouverez capitaine, capitaine, capitaine. Gervais. Ouais. Notons ici que nous avons droit à la première apparition de Gervais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça va. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je marche à la vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Saison 1, épisode 4, Le Secret. Brad est quand même un grand visionnaire. Oh oui. Valence, sois raisonnable. Faut que je travaille. Dans le vouloir, cette perruque a certainement posé les bases de deux personnages de cet univers qui ont marqué les esprits des fans. J'ai nommé Bob avec cheveux et cette très chère Linda. Bref, ajoutez des cheveux aux gens. Ça a l'air de marcher. Les sources de divertissement sont très importantes pour la santé mentale d'un équipage parti aux confins de l'univers sauver l'humanité. Oui, donc les jeux vidéo. L'une des deux seules fois où l'on parle de jeux vidéo dans la série, ils utilisent des manettes d'un NES. Chapeau. Petit quiz ici, est-ce que vous êtes capable de me dire de quelle ville Brad Spitfire est originel? Est-ce que vous êtes capable de me dire de quelle ville Brad Spitfire est originel? Haha, 3, 2, 1... Il vient de Coansville, Québec, le très humble Brad Spitfire! Bob Dieudonné Marcelin, merveilleux personnage qui est parfois lourd, mais vraiment lourd. Dans le coin gauche, pesant 75 kilos, à la naissance, il vient de déjeuner Bob Dieudonné Marcelin! On apprend dans cet épisode que Bob pesait 75 kilos à la naissance, ce qui équivaut à 165 livres, ce qui est l'équivalent du poids d'un petit adulte. 165 livres. Pauvre maman Bob. Saison 1, épisode 5, le 8e passager. En attendant, Brad, voulez-vous que je vous enlève les amygdales? Non. Oh, donc, je vais juste vous en enlever deux. Tu peux me les enlever à moi? Toi, t'es as plus, Bob. Oui! Elles ont repoussé la nuit passée. Bon, nous, personnellement, on l'avait jamais remarqué, mais ici, oui, l'aiguille sur le tableau de bord de Bob bouge. Bob Dieudonné Marcelin est un homme rempli de talent, mais vraiment. Très bon mangeur, très bon ami, très bon pilote et aussi très bon dans l'art de se faire friendzoner en beauté. Le jour où je vais me marier, là, j'aimerais ça que ça soit toi, mon garçon d'honneur. Mais on va se dire, Bob, il a pas vraiment avec les filles. Il est même lourd. Bob va nous arranger ça, hein, Bob? Bob, pourriez-vous procéder à la réparation? Bob! Bob, faites ce que vous voulez. Oh yeah! Saison 1, épisode 6, le réveil de Flavien. Dans cet épisode, on peut apercevoir... Ça va, Bob? Ce serait peut-être une bonne idée de couper le courant avant que je te chauffe elle. Une sorte de Bob avec cheveux avant le temps ou bien un Bob comme au tout début de la mission, comme dans l'épisode La Genèse nous le montre. Monsieur Marcelin, vos cheveux un peu longs. Oui, capitaine. Vas-y. Dans cet épisode, on en apprend un peu plus sur les coupoles de régénérescence. Oui, elles ont tous une génératrice personnelle. Vous avez été vous chercher une génératrice? Mais oui, je l'ai pris dans la salle des régénérescences. Dans la salle de régénérescence? Hey, mais
C'est la génératrice de Flavien, là. Oh, pis ça, là, il y en a d'électricité dans ce secteur-là. On l'a coupé l'électricité pendant qu'on réparait. Et c'est ici qu'on a constaté que la génératrice de Flavien avait le numéro 222, et nous avons donc cherché les significations possibles de ce nombre, et le plus souvent, eh bien, nous trouvions ceci. Le 222 fait référence à l'équilibre, à la manifestation de miracles et le temps des opportunités. Il vous encourage à travailler l'équilibre et la paix intérieure et à ne surtout pas développer d'énergie négative. Et étrangement, il représente le chiffre des anges. Ben oui, c'est peut-être aussi le chiffre chanceux de Claude Legault. Bon. Amis scientifiques de l'univers tout entier, ne cherchez plus comment nommer les tempêtes de météorites. Le nom a déjà été trouvé et c'est l'échelle de Legault qui correspond à la gradation des tempêtes de météorites. Cette tempête est de force 6 sur l'échelle de Legault. Ce qui veut dire que la zone d'accalmie dans laquelle on se trouve va se faire bientôt gobber par la tempête. Est-ce qu'on peut vraiment parler de hasard si la chanson que Flavien et Bob ont écrite ensemble parle de filles qui sont souvent le problème? Des filles, mais pas pour nous autres. 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 Alors que visiblement, oui, durant la série, la seule chose qui met en danger l'amitié des deux garçons, c'est les filles. Hey! Qu'est-ce que je t'avais dit? T'essayes encore de me jouer dans le dos? C'est subtil, mais il me semble qu'il existe une légère tension entre Bob et Flavien. Ah, là, c'est moins subtil. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je le brise, le pacte. J'en veux plus de ton amitié. Saison 1, épisode 7, la liste. Comme dans toute œuvre télévisuelle ou cinématographique, il y a des choses que l'on remarque seulement après le deuxième visionnement. Falbo, il a envoyé une charge paralysante à Bob! Comment ça, on n'est pas supposé tirer durant une simulation? Vous lui avez bien dit que c'était pas pour vrai. Non. Quoi? En exemple, est-ce que vous aviez déjà remarqué que malgré le fait que Bob soit paralysé, il change de position assez souvent? Sans vouloir affirmer que Guy Jodoin s'est littéralement éclaté une rotule, Pas plus l'extraterrestre, les mains sur la tête! visiblement le mur adjacent au poste de commandement change de design entre la première et la deuxième saison. J'avais jamais remarqué avant. Ben non. Ouais. Saison 1, épisode 8, la course contre la montre. La technologie du Romano Fafard est un mélange de vieux, de récupération, ainsi que de vieilles technologies des années 80 et 90. J'adore. Il marche plus! Et oui, pour celles qui n'ont jamais remarqué, l'ordinateur du centre de santé est un Macintosh 128K sorti en 1984, fait bien entendu par la compagnie Macintosh. Il est à noter aussi qu'on retrouve une magnifique caméra cassette bien connue dans les années 90, car oui, il faut-il pas l'oublier que la série a été tournée en 98. Je suis réveillée! Non! Passe-moi la bonbonne! Et rappelons-nous que ceci n'était même pas envisageable dans les années 90 et que de toute façon, la vidéo n'est arrivée sur les cellulaires qu'en 2007. Et oui, ça fait 6 ans que le capitaine ne dort pas. Première étape, anesthésie le patient. Oh, ça va être dur. Ça fait 6 ans qu'il dort plus. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est totalement humainement impossible. Le record étudié a été de 11 jours consécutifs et ça a pris plus de 3 mois au cobaye avant de regagner un sommeil normal. Set a record by staying awake 11 days and 11 nights. Will the real Randy Gardner please stand up? Parfois, on a tous besoin d'un petit coup de motivation, même Mirabella. Mais c'est au capitaine que revient cet honneur-là. Il s'est même fait faire un habit de 500$ pour la journée où il va être honoré. 500$? Hey, on va le guérir, hein? On va se dire un habit à 500$, c'est pas si hot que ça, c'est pas mal le prix moyen que tu vas payer chez Simon.
Bonjour. Dans les séries, il y a des petits bouts des fois qu'on n'aime pas. Moi, c'est celui-là. Je déteste ce bout-là. Vraiment. Saison 1, épisode 9, le virus. Nous nous sommes tous au moins posé une fois un tout petit peu la question combien est-ce qu'ils peuvent gagner en salaire. Et c'est grâce à ceci. Eh bien, si mes calculs sont exacts, capitaine, et ils le sont toujours, Bob percute un corps céleste à peu près une fois par semaine, entraînant des coûts de 326 000 $ à chaque fois. Donc, si on calcule bien, Bob coûte à cette mission 1,454 millions de $ par année. Je suggère donc que ce montant soit enlevé de sa paye, ce qui lui ferait un salaire annuel de moins 1,354 654 000 $. Le fameux calcul de Brad nous révèle en fait le salaire de Bob. 1,454 millions moins 1,354 654 000, ce qui donne 99 356 000 $ par année pour piloter le Romano Fafard. Ce qui n'est pas si pire pantoute. Est-ce que c'est trop? Non. Est-ce que c'est pas assez? Probablement. La récupération d'objets pour les accessoires ainsi que pour les décors de la série est toujours très plaisante à analyser. Comme par exemple ici le détonateur de Brad qui est sans ambiguïté possible une manette de ColecoVision, une console de jeux vidéo des années 80. Et c'est aussi la manette qu'utilise le capitaine dans le tout dernier épisode pour envoyer la fusée vers la Terre, celle qui contient les fameuses coordonnées de la nouvelle planète. Un seul mot, récupération. Regardons ensemble quel est le code de l'activation de l'autodestruction du Romano Fafard. C'est plus grave que je pensais. Pour une partie des documents, c'est la destruction totale. Destruction totale! Destruction totale! Bob tape sur son clavier de bord SGT espace. Mais... Saison 1, épisode 10. Cet épisode qui a marqué l'esprit de bien des enfants nous aide à confirmer quelque chose à propos de Monsieur Flavien. Il nous donne ici le deuxième indice clair et net que Flavien est un extraterrestre, c'est lui que les ET choisissent pour communiquer au début de l'épisode et c'est lui qu'ils choisissent de posséder pour les aider à repérer le vaisseau. Un des sujets qui fait souvent soulever la passion chez les Doggies, c'est la fameuse question « Toi, est-ce que t'es plus Valence numéro 1 ou Valence numéro 2 ?» Car oui, c'est le dernier épisode avec la première Valence, j'ai nommé Isabelle Brossard. Selon les rumeurs et les dires les plus plausibles recensés par nous, et il y en a, oh que oui, elle aurait quitté la production d'elle-même, car je vous le rappelle qu'elle tenait un rôle principal très exigeant dans la série 4,5, et qu'elle avait en plus une carrière de chanteuse, et qu'elle avait en plus une jeune famille. Saison 1, épisode 11, le procès. Comme on vient de le mentionner, malheureusement, Valence n'apparaît plus dans la saison 1, non, à partir de cet épisode. J'ai pas l'intention que nous commencions à piller aux quatre coins de l'univers. J'y vais seul avec Valence. Avec Valence? Et pourquoi amener une psychologue sur une planète déserte? On veut faire des recherches sur la psychologue. Ce qui n'empêche pas les autres personnages d'en parler, même si elle n'est jamais vue par le spectateur dans l'épisode. Et ça, eh bien, chapeau. Comme Radio Enfer avec le personnage Germain Saint-Germain qui commence à fumer, dans une galaxie près de chez vous, il y avait des petits messages sociaux pour la jeunesse. Il y a 2 exemples concrets dans cet épisode. Juste ici. Surtout n'oubliez pas, si un extraterrestre vous offre de la drogue, on dit non! Oh, OK, bye. Clairement un message du gouvernement canadien tourné en joke, et ici aussi. Non, mais attendez d'abord, je veux fumer une dernière cigarette. Mais oui, ton Brad, vous fumez même pas. C'est pas bon pour la santé, de toute façon. Ben oui, là, on n'est pas pour téléfaxer quelqu'un dans le vide qui a un cancer du poumon. Hein? On est quand même pas des écœurants. Sincèrement, on a toujours voulu faire ce montage-là. Donc, on s'est gâtés. Goodbye, my Coney Island baby. Petite anecdote cocasse ici. C'est votre dernière journée à bord du Romano Fafard. On vous envoie faire du ballet de chasse dans l'espace.
Ils ne le savent pas encore, mais Brad aimerait bien faire du ballet jazz dans l'espace. Oh oui, tant que c'est sur Casse-Noisette. Oui, mais j'ai juste hâte qu'il change de toune. Ça s'appelle pas Casse-Noisette pour rien. Saison 1, épisode 12, le verglas. Épisode qui donne soif, oui, mais qui soulève aussi certains questionnements sur l'intelligence des gens qui étaient en charge de l'équipement mis à bord du vaisseau. Et à quoi vous avez pensé? C'est dangereux! On s'était attaché après le vaisseau. Ouais, on est attaché avec un élastique de bungee, c'était super solide. Parce que je vous rappelle que dans leur stock, ils ont comme exemple des petits grattoirs à glace pour les vides d'auto, des crazy carpets, des élastiques de bungee, mais avoir une machine pour assainir l'urine dans une mission envoyée aux confins intersidérales pour sauver la race humaine? The water recovery system recycles urine. Ah ben non, hein, ça c'est inutile comme équipement. Vous savez, il existe parfois des mystères. Oui. Eh bien, celui-là, c'en est un bon. On aimerait vraiment comprendre ce que Bob dit là. Ouais, maudit vaisseau, il sacrament! 6! Nous, on comprend « Ah ouais, maudit vaisseau sacrament ». Ouais, maudit vaisseau, il sacrament! 6! Mais c'est peut-être pas ça non plus. Qu'est-ce qu'il dit là? Ouais, maudit vaisseau, il sacrament! Pour la prochaine, elle aurait pu être dans les incohérences, mais après vérification, non. En fait, comme beaucoup de personnes l'ont déjà remarqué, c'est la première des 2 seules fois dans la série que le capitaine est affecté par les déplacements rapides et subis du vaisseau. Oui et non. Mais en fait, si on regarde bien, le capitaine est toujours assis dans son fauteuil. C'est donc le fauteuil qui n'a pas résisté à la vitesse, et non pas le capitaine. Ah, nuance, cette merveilleuse nuance. Saison 1, épisode 13, Capitaine d'un jour, ou d'une nuit. Bon, celle-ci aurait pu être dans les références, mais non. Malheureusement, notre bon roi Arthur ne cherche vraiment pas la bonne place. Et j'en ai rien à cirer. Ah, Falbo. Falbo, 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 Falbo. Voyons, reprenez vos esprits, Capitaine Flap. Capitaine Flap. C'est vrai que ça marche pas. Capitaine Cosmos. Bon, en attendant, on va l'amener au centre de santé, il va pouvoir dormir tranquillement. Ici, on doit préciser que c'est le dernier épisode où l'on voit Falbo, malheureusement. Minute, Brad. La sirène qu'on vient d'entendre, c'était la dernière 17 heures. Le jeu est fini. C'est au capitaine Patnaud d'à prendre les décisions. Parce que moi, personnellement, Falbo, c'était un de mes personnages préférés. Au revoir, Falbo. Dernière petite anecdote, et bien d'après nous, c'est la veste du capitaine qui fait que le monde se fout d'emmener. Oh, OK. On va le chercher! Mais vous êtes malade! On va le chercher, j'ai dit! Parce qu'on peut voir Flavien ici qui se pogne le nez tout comme le capitaine, et en plus il se pogne une crotte de nez puis il pitch, et ça, je trouve ça très drôle. Et oui, malheureusement, c'est bel et bien ce qui conclut ce 3e opus de l'analyse de la saison 1 de Dans une galaxie près de chez vous. Malheureusement. Nous espérons donc que vous avez apprécié cet opus, et si tel est le cas, eh bien, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochettant votre geste, et notre page Facebook est toujours bien présente et bien vivante. Et si vous avez aimé cette petite série sur la saison 1 de Dans une galaxie près de chez vous, eh bien, faites-nous le savoir, car sachez, oui, que toutes nos notes à propos de toutes les saisons ainsi que les 2 films sont déjà prises. Donc, si vous nous le demandez, nous allons le faire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons donc merci beaucoup. Nous vous disons donc aussi profitez de l'hiver. Et n'oubliez pas, vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Sauf toi, connard. Les sources bien ont écrites parlent de
peut-on parler vraiment de hasard si la chanson de Flavien... Ah...